Depuis très longtemps, l'homme se pose énormément de questions sur l'univers dans lequel il vit, et l'un des rôles des scientifiques, c'est de donner des réponses à l'origine de ce monde, et notamment pourquoi il existe et comment il peut exister. Alors, il faut savoir que la matière qui nous entoure est constituée de matière que l'on appelle de la matière organisée, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des entités. Ces entités vont se regrouper pour former elles-mêmes des entités de plus en plus complexes. En effet, si on part par exemple des constituants du noyau de l'atome, on est sur des dimensions de 10 puissance moins 16 mètres, alors qu'à l'opposé, ici, notre galaxie, la Voie lactée, a une dimension de 10 puissance 21 mètres, sachant que la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Alors, si cette matière peut exister à l'état organisé, c'est uniquement du fait de l'existence de ce que l'on appelle des interactions. Mais ce qui est important, c'est que ce ne sont pas les mêmes interactions qui vont régir ici toute la matière. Si on se place au niveau subatomique, au niveau du noyau de l'atome ou même des nucléons, deux interactions vont être primordiales. Il s'agit principalement de l'interaction forte et dans une moindre mesure de l'interaction faible. Ensuite, dans tout le monde que l'on peut qualifier de macroscopique, le monde qui nous entoure, celui dans lequel nous évoluons, c'est le domaine où règne l'interaction électromagnétique. Et enfin, dans les systèmes beaucoup plus massifs, beaucoup plus gros, c'est l'interaction gravitationnelle qui va régir cette matière. Nous allons voir un peu plus en détail ces interactions, et en commençant par l'interaction gravitationnelle, à travers notamment l'exemple ici du système Terre-Lune. Alors, la Terre attire la Lune, la preuve c'est que la Lune constitue un satellite naturel de la Terre, la Lune tourne autour de la Terre, et on modélise cette interaction, cette force ici, par ce vecteur. Mais si la Lune est attirée par la Terre, la réciproque est également vraie, c'est-à-dire que la Lune attire la Terre. Et l'une des manifestations physiques que l'on peut observer de cette attraction, ce sont les marées océaniques. En effet, l'origine des marées océanique est due majoritairement à l'attraction gravitationnelle exercée par la Lune, et dans une moindre partie par celle exercée par le Soleil. Alors, vous avez vu en classe de seconde qu'il est possible de calculer l'intensité de ces forces à l'aide de cette formule, dans laquelle Mt et Ml représentent les masses des planètes, ici, des astres, et D, la distance qui les sépare. Grand G est la constante universelle de gravitation. Il faudra veiller aux unités. Pour obtenir une force en newton, les masses doivent être données en kilogrammes, la distance en mètres, et dans le système international, c'est-à-dire celui qui nous intéresse ici, grand G vaudra 6,67 fois 10 puissance moins 11. Deuxième interaction, l'interaction électrostatique, donc celle qui va régir un petit peu tout le monde qui nous entoure. Cette interaction électrostatique ne concerne uniquement que les particules qui ont des charges électriques. Si on a une particule qui est chargée et une autre qui n'est pas chargée, il n'existera pas d'interaction électrostatique entre ces deux particules. Deuxième chose, c'est que contrairement à l'interaction gravitationnelle qui est toujours attractive, l'interaction électrostatique peut être également attractive comme ici, mais également répulsive. Alors dans quel cas est-elle attractive? C'est très simple, si les deux particules portent des charges de signes opposés. Et dans le cas de particules de même charge, eh bien on voit que l'interaction électrostatique est répulsive. Il est possible de calculer l'intensité de la force électrostatique grâce à la formule de Coulomb, ici. Alors dans cette formule, K représente une constante dont on verra la valeur tout à l'heure. QA et QB sont respectivement les charges ici de la particule A et de la particule B, et D, la distance qui les sépare. Alors on met une valeur absolue tout simplement de façon à avoir une intensité positive, c'est-à-dire que dans le cas où une charge est négative, on prend juste sa valeur absolue. Donc pour obtenir une force en newton, il faudra exprimer les charges en coulomb.
la distance qui les sépare en mètres et la valeur de K avoisine les 9 fois 10 puissance 9 dans le système international d'unités. Alors avant d'évoquer le dernier type d'interaction, il va être nécessaire de faire quelques rappels de la classe de seconde sur l'atome. Alors on note un atome ou son noyau par cette notation X à Z, dans laquelle grand X correspond au symbole chimique de l'atome, il est constitué soit d'une lettre, soit de deux lettres. Grand A est le nombre de masses, par définition c'est le nombre de nucléons du noyau, et grand Z est le numéro atomique qui correspond au nombre de protons. Donc les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Mathématiquement, ceci peut se traduire par grand A est égal à Z plus le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons d'un atome est égal à A moins Z. Se rappeler également qu'un atome est électriquement neutre par compensation. Pourquoi? Car il contient autant de charges positives dans le noyau, les protons, qu'il possède d'électrons. Voyons à travers un exemple. Donc, le but est de déterminer la composition de cet atome, qui a pour représentation ceci, en déterminant la nature de l'élément chimique. Donc pour savoir quel élément chimique correspond à ceci, il suffit de consulter une classification périodique et de rechercher l'élément dont le numéro atomique vaut 30 ou dont le symbole est Zn. Donc on voit qu'il s'agit du zinc. Le nombre de nucléons vaut 65, le nombre de protons est égal à 30, c'est le numéro atomique. Donc si cet atome possède 65 nucléons dont 30 sont des protons, il aura donc 35 neutrons. Le nombre d'électrons dans l'atome est toujours égal au nombre de protons, il s'agit de 30. Alors maintenant, intéressons-nous à la cohésion du noyau. Comment se fait-il qu'un noyau d'atome soit stable? Alors on pourrait dans un premier temps imaginer que l'interaction gravitationnelle soit responsable. En fait, il n'en est rien. Pourquoi? Bien tout simplement parce que les nucléons ont des masses extrêmement faibles. Deuxième chose, l'interaction électromagnétique, plus précisément l'interaction électrostatique. Eh bien là, la réponse est également non, car non seulement les neutrons qui n'ont pas de charge ne sont pas soumis à l'interaction électrostatique, mais de plus, l'interaction électrostatique entre les protons serait répulsive. Donc s'il existait que cette interaction, le noyau de l'atome ne serait pas stable. Donc c'est ainsi qu'on a supposé au départ l'existence d'une nouvelle interaction, ce que l'on appelle l'interaction forte ou la force forte. C'est elle qui assure la cohésion entre les nucléons du noyau.